Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Cerveau, après 2 jours en poste, je vais vous avouer que je m'étais préparée. Les cerveaux. Oui. Oui. Non, mais on ça est fait... en ondes. Oh. Jean-Philippe, faut que tu me préviennes. OK, attendez 2 secondes. Bonjour tout le monde. C'est parce que maintenant qu'on fait la transition hyper rapide entre l'émission de Benoît et la mienne, il faut que je vous raconte, bonjour Cybèle Olivier, Bonjour. il faut que je vous raconte, c'est que Benoît, il a ses propres écouteurs. Parce que Benoît, il veut pas avoir des grosses oreilles de lapin quand il anime. Puis en plus, Il dit Princesse Léa. il dit Princesse Léa, puis aussi lui, comme il veut se distinguer, fait qu'il est différent de tout le monde. Fait que quand il arrive, Benoît Dutrisac, pour animer, il enlève les grosses oreilles de lapin, mais il enlève aussi le branchement des grosses oreilles de lapin. Ça, là, je vais le montrer ici, là. Regarde ça. Bon. Moi, quand j'arrive, il faut que je rebranche les grosses oreilles de lapin. Puis les grosses oreilles de lapin servent à quelque chose, c'est que l'équipe, je tiens à saluer Joanie Henry, je tiens à saluer Jean-Philippe Leroux, je tiens à saluer Fred Bastien, je tiens à saluer Hugo Veilleux. Toute cette équipe-là, s'ils veulent me parler, ça prend les oreilles de lapin. Fait que là, Jean-Philippe pouvait pas me dire « Sophie, arrête de dire des niaiseries et de parler de ta vie privée. On est en onde. » Alors, bonjour tout le monde. Vous savez maintenant pourquoi j'étais en train de parler avec mes invités, comme si je ne savais pas que j'étais en onde. Et en effet, je ne le savais pas. Bonjour Cybèle Olivier. Rebonjour Sophie. Merci, tu m'as sauvé la vie, mais Ben oui, en on fait, sait jamais, André-Sylvain Latour Oui, m'a c'est le vrai sauveur. trouvé une épingle de nourrice. Je peux donc cacher mon opulente poitrine qui était à la veille d'être montrée au Québec au complet parce que je me suis habillée trop vite ce matin. Bref, commençons donc cette émission qui a commencé un petit peu sur les chapeaux de roue. On va parler d'Éducalcool. Et mon invité à gauche, Geneviève Desautels, qui est directrice générale d'Éducalcool pour encore quelques semaines. Vous me racontiez que votre première entrevue à vie, c'était ici. Et ben, vous aussi, je pense qu'on vous a entendu en ondes, Geneviève. Alors, vous n'avez pas de choix. Ça me fait plaisir, mais c'est effectivement quand je suis rentrée comme DG d'Éducalcool, donc en janvier 2022. 3 janvier, je reçois une demande. Sophie Durocher veut vous parler de alcool et cerveau. Avez-vous eu peur? Ben, en fait, j'avais pas peur de vous. J'avais peur de pas être à la hauteur parce que quand tu commences un travail comme celui-là, Ouais. ben, bien sûr, j'ai été embauchée pour mes compétences de vulgarisatrice, tout ça, Ouais. mais je ne suis pas une scientifique à la base. Mais on a des conseillers scientifiques. Alors, j'avais appelé Youssef, et il va peut-être se reconnaître. Youssef, fais-moi un crash course à alcool et cerveau parce que je m'en vais à Sophie Durocher puis je vais avoir l'air intelligente. Mais c'est important parce que Éducalcool, donc, c'est aussi et surtout ça. C'est nous éduquer à une bonne consommation et à une consommation appropriée de l'alcool. Donc, en effet, alcool et cerveau, c'était extrêmement important de parler de ce sujet-là en 2022. Mais là, on est 3 ans plus tard, puis il y a plein de choses qui se passent à Éducalcool. C'est pour ça que vous êtes là, Geneviève. Et à ma droite, il y a Sylvain Dupuis, qui est président du CA d'Éducalcool. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. Voilà, une longue introduction parce que, aujourd'hui, vous avez annoncé plusieurs changements. Vous, Geneviève, vous quittez. Vous, Monsieur Dupuis, vous allez assurer l'intérim avec le départ de Geneviève. Donc, je veux pas trop qu'on rentre dans la cuisine parce que les gens qui nous écoutent veulent plutôt en savoir plus sur Éducalcool. Mais quand même, il y a différents dossiers qui ont mis Éducalcool dans l'actualité au cours des derniers mois, des dernières années. Et, entre autres, ce qu'on a considéré comme une apparence de conflit d'intérêts parce que siégeaient au CA d'Éducalcool des gens qui étaient issus du milieu des alcools. En fait, le CA est complètement changé. Il n'y a plus personne issu du milieu des alcools au CA. Pourquoi vous avez pris cette décision-là? Puis en fait, on va revenir même 24 mois plus tard, Ouais. plus tôt, parce que à cette époque, quand moi je suis arrivé,
avec Geneviève, on avait évoqué le fait que cette apparence de conflit-intérêt-là, puis c'est bien important de mettre l'emphase sur apparence par opposition à un réel conflit, mais l'apparence, c'est la perception que vous et d'autres personnes peuvent avoir sur la situation. Donc, on a dit, cette apparence-là crée un enjeu au niveau de la perception du message. Donc, à l'époque, on a enclenché un processus pour changer les règlements généraux. Et les règlements généraux, pour ne pas rentrer dans l'aspect juridique, dictaient, au fond, la façon dont le conseil devait être composé. Et à ce moment-là, on disait, les membres de l'industrie avaient le droit de nommer les gens au conseil. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est changer ça pour ouvrir les règlements à toute personne qui pouvait siéger. Puis l'an passé, dans la dernière année, on a exécuté cette transformation-là. D'accord. Donc, ça a quand même pris 2 ans pour faire ce changement-là. Mais mettons que moi, je suis membre du public, monsieur et madame tout le monde, ce qui est en effet le cas, et que je regarde ça et je me dis, ben voyons, comment ça a déjà pu même être possible que quelqu'un qui fait partie d'une industrie privée, parce que, bon, quand on est commerçant d'alcool, restaurateur, etc., comment on a pu, en fait, laisser rentrer le loup dans la bergerie? Parce que comment on peut à la fois faire partie du monde des alcools et siéger sur un organisme dont le but est quand même d'encourager à la modération, de prendre les meilleures pratiques et coutumes? Geneviève, je me tourne vers vous. L'histoire d'Éduc-Alcool, ça a été fondé par l'industrie pour respecter un règlement qui est donc de la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui dit que tout fabricant se doit d'avoir un programme éducatif, parce que l'alcool, c'est pas un produit comme les autres, bien sûr. Alors, l'industrie, en 89, s'est concertée et a décidé de fonder Éduc-Alcool. Donc, la business, qui est un OBNL, appartenait à l'industrie. Puis, ce que Sylvain évoquait tantôt, c'est que l'année dernière, en changeant les règlements généraux, on a dit à l'industrie, votre organisation qui vous appartient, là, acceptez-vous que maintenant elle appartienne à la société civile? Non, mais je comprends tout à fait le principe, mais c'est aussi que, mettons qu'en effet, l'industrie est obligée par la loi de se doter d'un organisme. Elle peut tout à fait se doter d'un organisme et garder une sorte de distance. C'est-à-dire que je pense, par exemple, mettons un politicien qui s'en va quelqu'un qui se lance en politique, ben on va dire, je vais confier mon entreprise à quelqu'un d'autre, puis c'est quelqu'un d'autre, et j'aurai pas de droit de regard. Là, il y a beaucoup de gens dans le public qui disent, ben voyons donc, tu peux pas t'auto-réguler, t'auto-surveiller, t'auto-réglementer. Donc, ça me paraît, le changement qui est fait maintenant me paraît beaucoup plus logique. Oui, vous devez vous doter d'un organisme qui régule tout ça, mais il faut que vous soyez loin. Il ne faut pas que vous ayez votre mot à dire. Je pense que, vous avez parfaitement raison. Et c'est ça que moi, j'ai vu quand je suis rentrée, quand Sylvain est arrivé après ça, il a fallu travailler à ça. Mais je crois aussi qu'il faut se remettre en 89. En 89, là, il y avait encore la bière entre les deux jambes. On mettait pas une En 89, moins, là. En 60, 70, peut-être. Mais il paraît qu'il y en a encore maintenant. Alors, j'aime autant même pas y penser. Ben, Cybèle, à 27 ans, tu sais même pas à quoi on fait référence. T'as jamais vu ça. Non, j'ai jamais vu ça. J'en ai entendu parler, là. Mais tu sais, moi, j'ai toujours la blague de mes parents qui disaient, moi, dans le temps, mon père conduisait avec une bière entre les deux jambes. Ses parents, ils doivent être à peu près de nos âges. Mais tes parents l'ont jamais fait, mais ils en ont entendu parler. Non, pas du tout, c'est ça. Mais tu sais, eux m'en parlent plus comme de leurs propres parents. Donc, je vous disais qu'ils ont 90 ans et plus maintenant. Mais bref, j'ai connu ça de loin. Ouais. Ses parents sont tellement vieux, ils ont mon âge. On a à peu près le même âge, s'il vous plaît. Moi, j'en ai pas là-dedans. Alors, donc, il faut quand même se mettre que et la gouvernance et les mœurs et la façon de penser a énormément évolué en 35 ans. D'accord. Donc, aujourd'hui, les gens qui sont sur le CA sont pas des gens qui sont issus du milieu de l'alcool. Donc, c'est des gens qui sont des bons administrateurs, des gens qu'on a mis là pour leur qualité de gestion avant tout. Tous les profils, pour faire ça, on a s'assuré que la mission était rencontrée. Puis qu'est-ce que ça prenait comme profil? Et la réponse est oui. D'accord. Bon, revenons au début. Éduc-Alcool, ça sert à quoi?
Geneviève, Non, peux-tu- non, 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 c'est pas moi qui ai décidé qui répond aux questions. vous avez bien C'est raison. vous, monsieur J'ai Dupuis. tenté. Ouais, c'est trop Je vous facile, taquine ça. parce qu'en Une fait- question difficile, m'envoyer ça à Geneviève. c'est pas du dur. tout. Elle est très facile à répondre, mais... Allez-y. Alors, la mission, c'est vraiment d'éduquer les gens sur la consommation responsable puis faire des choix éclairés. C'est vraiment ça, la mission. Puis ce que ça veut dire, c'est que on ne substitue pas à personne en termes de connaissances ou d'expérience. On veut juste s'assurer que l'information, elle est bien promue, et diffusée de la bonne façon aux bonnes personnes de la bonne façon. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Alors, le gros changement, d'après ce que je comprends, c'est que là, vous avez décidé, au lieu de faire, excusez-moi, ça me prendrait un petit verre de scotch. Non, un petit verre d'eau, s'il te plaît, Hugo. Ce que je comprends, c'est que donc, au lieu de faire des grandes campagnes pour dire, bon, la modération a bien meilleur goût, des campagnes qui s'adressent à 9 millions de personnes, on a décidé de cibler des groupes qui étaient plus problématiques pour dire, bon, on va aller vraiment s'attaquer à différentes problématiques pour chacun de ces groupes-là. Entre autres, donc, les jeunes postsecondaires, les entreprises de domaine corporatif, les bars, tenanciers et restaurants. Moi, ça m'intéresse beaucoup, jeunes postsecondaires. Mon fils est en plein là-dedans. Comment on fait, justement, pour apprendre la modération, apprendre l'intelligence, la consommation intelligence à quelqu'un qui est post-secondaire, parce que c'est vraiment l'âge où on commence à boire comme des trous. Oui, ben, c'est toute Il y a l'expérience. beaucoup de binge drinking. Oui, puis il y a la recherche de l'effet, hein, Oui. c'est clair. Puis on a tous eu 19-20 ans, alors on peut s'imaginer aussi que c'est un moment où on veut expérimenter. Ce qui fonctionne assez bien depuis 2 ans, puis qu'on veut mettre encore plus de l'avant, c'est la formation ou la sensibilisation par les pairs. Donc, on travaille avec l'Association des clubs entrepreneurs. Justement, c'est la fête des pères dimanche. Oui, c'est ça. Mais Ah non, pas ces pairs-là. Pas ces pairs-là. Mais donc... Si belle sur 10? Ah non, c'était très bien. Ah, Je vais aller avec un... Non, mais un chiffre, c'est combien? Ben là, 6. Bon, en tout cas. Moi, j'ai trouvé. Donc, la fameuse... Les pairs, donc les semblables. Les semblables. C'est-à-dire que nous, on donne des outils aux jeunes qui, eux, à travers leurs activités, que ce soit des 5 à 7 réseautages, enfin, tout ce qu'ils font, passent des messages de sensibilisation, de consommation responsable, de alcool au volant, etc., à leurs pairs eux-mêmes. Alors, au lieu de moi, 52 ans, qui vient leur faire une conférence de, vous savez, c'est important, puis veux pas... Ils vous écouteront pas. Pas tant, hein, on va être honnête. Par contre, quand eux choisissent des activités où, justement, ils vont faire des vox pop avec. Tu sais, ils ont plein d'idées là, auxquelles même nous, on ne penserait pas, mais nous, on les propulse, on les finance, puis on les outille. D'accord. Alors, c'est ça qu'on fait, qu'on veut faire de plus en plus avec les 3 cibles que vous avez nommées. Le problème d'Éducalcool pendant longtemps a été une question de perception. C'est-à-dire on a souvent eu cette perception-là que on se faisait parler un petit peu comme des enfants. Puis là, tu sais, si vous êtes une femme, puis là, il y a des petits bonhommes, puis des petits dessins animés, puis tu sais, des gamins gna gna gna, puis... Ah, mon Dieu, c'était... Enfin, bon, bref, je me suis engueulée je ne sais pas combien de fois avec Hubert Sassi, que je salue ici, qui est maintenant devenu un ami, puis on déguste des bonnes bouteilles ensemble. Bon. Mais, cela étant dit, comment on fait pour utiliser le bon ton? Là, on parle des gens post-secondaires. Là, je me tourne vers vous, Monsieur Dupuis. Oui. Comment on fait pour utiliser le bon ton pour pas que ce soit moralisateur, puis en même temps que le message passe? Parce que, par exemple, il y a des endroits où, sur les bouteilles d'alcool, c'est écrit, genre, comme la cigarette. La cigarette tue. Sur les bouteilles d'alcool, l'alcool tue ou l'alcool cause d'énormes problèmes de santé. On n'est pas rendu là pantoute au Québec. Non, par contre, si je reviens sur sur ce point-là particulièrement, puisqu'on trouve la façon d'adresser les enjeux, on revient sur l'exemple des postsecondaires. La posture qu'on va avoir ou qu'on avait initialement, c'est une posture très masse, très large. On touche un grand public sans que ça touche la personne. Ce que Geneviève évoque, c'est la capacité de parler le bon langage aux personnes de la façon dont elles peuvent l'écouter avec les bons réseaux. Et c'est cette façon-là qu'on n'a pas encore mis en place puis qu'on va commencer à faire en fonction de nouvelles stratégies. Bon, alors vous allez aller sur TikTok, évidemment, puis là, vous allez faire des messages de yo, puis tout ça, puis là, Sébastien, il va être là comme un yo pour parler aux jeunes. Il faut absolument qu'on parle du point 0,5. Moi, c'est vraiment un dossier. Je ne comprends pas encore comment ça se fait qu'au Québec, on est la seule province à travers tout le Canada où on est encore à 0,08.
votre position n'a pas toujours été claire. Peut-être que c'est une bonne idée aujourd'hui de dire clairement, êtes-vous pour, êtes-vous contre? Je sais que vous mettez des nuances puis tout ça. Donc, Geneviève, c'est quoi la position officielle de Éducalcool sur le 0.05? Vous allez probablement trouver ça étrange, mais bien qu'Éducalcool, justement, de l'époque du Barcessi, que vous connaissez bien, était de tous les débats, dont celui du 0.05. Quand on regarde la mission puis qu'on vous parle des cibles, c'est pas la mission d'Éducalcool de se positionner sur une question comme celle-là. Et c'est... Non, attendez juste 2 secondes, parce que là, je sais qu'il vous reste juste quelques semaines à Éducalcool. Vous partez en juillet, mais vous nous laissez avec un énorme point d'interrogation, parce que si Éducalcool se prononce pour nous dire, si vous êtes une femme, vous ne devez pas boire plus que ci, puis vous êtes un homme, vous ne devez pas boire plus que ça, mais que vous n'avez pas de position officielle sur le 0.05 parce que vous considérez que c'est pas dans votre mandat, je vais un peu vous taper sur les doigts, Geneviève. Mais je vais vous dire que le fameux « si t'es une femme ou t'es un homme », c'est pas non plus Éducalcool. C'est la santé publique, c'est... Non, mais et je pense que ça vaut la peine qu'on ait cette discussion-là. Je sais pas si on va avoir le temps d'aller jusqu'au bout de ça, mais c'est pas les normes d'Éducalcool. Puis pendant tellement on a déjà vu des publicités. Donc, c'était quoi? C'était pas vous qui faisiez ces publicités-là? C'était Éducalcool qui reprenait les messages de la santé publique. Mais c'est pas des normes d'Éducalcool. Au même titre que si demain matin, on ajoutait la limite administrative de 0.05, Éducalcool pourrait choisir dans ses interventions auprès des bars, auprès des jeunes, tout ça, de diffuser le message. Mais ça veut pas dire que le message vient de nous ou d'un positionnement. Demain matin, il y a une commission parlementaire sur le 0.05. Ouais. OK? Éducalcool y était en 2007. Ouais. OK? En 2025, vous pouvez vous retourner vers Sylvain, mais non, on serait pas là. Ça veut dire que quand le gouvernement établit des règles, vous avez le droit d'être en désaccord. C'est que vous participez pas au débat. On participe mais pas au une débat. fois que la décision est prise, vous l'appliquez et que vous n'avez pas le choix. Donc, vous êtes en train de me dire que Éducalcool, qui nous éduque à l'alcool et qui nous dit vous prenez pas le volant quand vous avez bu, vous n'avez pas de position sur le 0.05 parce que c'est pas dans votre mandat. Effectivement. Et ce mandat-là vient d'où? Il vient du conseil d'administration qui a pris ce positionnement centriste, bienveillant. Moi, là-dedans... parlez-moi pas de bienveillance, je suis Geneviève, désolée. là, vous allez me donner de l'urticaire ou de l'eczéma, là, commencer à me mais gratter. pourquoi on parle de bienveillance au lieu de parler de moralisateur? Parce que si on n'est pas bienveillant... C'est moralisateur de parler de bienveillance, là. Je ne serais pas d'accord avec ça, mais bon. Enfin, mais dans cette perspective-là, c'est pour ça que Éducalcool, c'est un OBNL. Faut pas l'oublier aussi. Ouais. Les gens pensent souvent qu'on est un organisme gouvernemental. Oui, c'est ça. Il y a plein de gens qui pensent que vous êtes la SAQ, mais vous n'êtes pas la SAQ. En plus. Ouais. D'accord. Alors, voilà. Fait que c'est ça l'idée sur le fameux 0.05 que, bien sûr, Éducalcool, on va être les premiers à aider parce que la journée où on ajoute cette limite-là, faut former les gens des bars et restos. Il faut travailler avec les gens. Vous allez aider. Mais vous ne prononcerez pas sur le débat car ça n'est pas dans votre mandat. Exactement. J'avoue que je tombe un petit peu de ma chaise, mais en tout cas, merci pour tous les moments où vous avez été là. Geneviève Desautels, donc directrice générale pour l'instant d'Éducalcool. Sylvain Dupuis, président du CA d'Éducalcool. Merci beaucoup. Puis là, vous prenez le volant, là. Pas de 0.05, pas rien du tout, là. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, Geneviève. merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, on en a parlé à plusieurs reprises du voilement des fillettes. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure avec mon collègue Benoît Dutrisac. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la population au Québec qui sont très choqués quand on banalise le port du voile chez les jeunes filles et même les très jeunes filles. J'avais envie d'en parler parce que ça revient dans l'actualité. J'avais envie d'en parler avec Romain Gagnon, qui est ingénieur, essayiste, auteur. Il signe régulièrement des lettres d'opinion dans les journaux. Romain Gagnon, bonjour. La dernière fois qu'on s'est parlé, Romain, vous étiez venu ici même en studio et c'était à la veille des élections fédérales et vous étiez venu nous parler de cette incohérence qui faisait que au Canada, à une élection fédérale, on peut aller voter masqué. Donc, on peut voter avec le niqab,
avec une cagoule. Vous étiez arrivé, vous, avec une cagoule. Je le savais pas, vous m'avez surpris. Moi, je vous avais pas prévenu non plus. J'avais un carton sur la tête. Et c'est à cause de vous, Romain Gagnon, puis là, je lui pointe le petit doigt, que je suis allée voter avec une boîte en carton, puis ça a créé toute une controverse. Donc, bravo, félicitations. Vous m'avez mis dans le trouble, Romain. Puis moi, j'ai voté avec une cagoule. Oui, puis ça s'est bien passé. Moi, ça s'est bien passé, oui. Mais ce qui est quand même, on va revenir évidemment au sujet du voilement des fillettes, mais je voulais rappeler à tout le monde pourquoi vous êtes là, parce que c'est pas la première fois que vous venez. C'est que moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a pris à partie en disant que j'étais raciste parce que je faisais ça. Je savais pas que la religion était une race, c'est ça? Que la religion était une race, et je savais pas que le carton était raciste. La prochaine fois, c'est promis, je me mettrai un sac en papier brun sur la tête. C'est que c'était pour démontrer l'absurdité de la chose, et aussi à quel point, au nom de la religion, on permet toutes sortes de choses. Fait que finalement, c'est relié à notre sujet d'aujourd'hui, les petites filles voilées. Ben oui, surtout qu'en Arabie Saoudite, on ne peut pas voter voilé. Alors, dans les élections municipales, par exemple. C'est un non-sens qu'au Canada, ici, on le permette. Tout à fait. Donc, quand on parle de petites filles qui sont voilées, je vais demander à mon collègue Jean-Philippe Leroux de montrer cette image qui circule beaucoup sur les médias sociaux en ce moment. Ben, dépendant évidemment dans quel cercle vous évoluez, là, on sait qu'on est beaucoup en chambre d'écho ces temps-ci, mais moi, dans mon réseau social, ça a beaucoup circulé. C'est la Ville de Québec, la Bibliothèque de Québec, qui va avoir cet été un club de lecture pour les jeunes. Je le décris pour tout le monde qui nous écoute à la radio. Si vous nous écoutez à la télé, évidemment, vous la voyez. Donc, il y a une petite fille rousse qui est dans un fauteuil roulant. Il y a une petite fille qui a l'air très, très heureuse de voir des ballons soulever des livres. Il y a un petit garçon qui ne fait partie d'aucune minorité apparente. Et il y a une petite fille qui doit avoir à peu près 4 ans et qui est voilée. C'est vraiment un hijab là, qui recouvre tout sa chevelure, mais aussi son cou. Elle a évidemment un pantalon parce que, tu sais, si tu portes un voile, tu n'as quand même pas porté une jupe, là. Faudrait pas qu'on voit ton genou. Et elle porte une veste, évidemment, à manches longues. Ben, faudrait pas qu'on voit son coude, comprends-tu? Parce que Allah sera pas content. Comment vous avez réagi quand vous avez vu cette image-là, Romain? Bien, clairement, l'islamo-gauchiste a infiltré le département des relations publiques à la TD. Et, parce que c'est commandité par Toronto Dominion, TD. C'est ça, exactement. Puis, que TD supporte les minorités sexuelles, c'est bien. Qu'il supporte les minorités religieuses aussi. Mais ce qui est paradoxal, là, quelque part, on le répétera jamais assez souvent, c'est que l'islam ne reconnaît pas et ne respecte pas les minorités sexuelles. Tu sais, ça me fait penser à Queer for Palestine. Oui. Si une queer débarque à Gaza, on va se faire égorger sa place publique. Là, fait que ça, c'est le premier paradoxe que je vois. Mais il y a un deuxième paradoxe. Contrairement à la croyance populaire, nulle part dans le Coran, on parle de hijab. Oui. OK, la sourate 24-33 parle de voilement. Mais quand on lit bien le texte, là, c'est pas les cheveux qu'il faut cacher chez la femme. Ce sont les seins. Ah, ça, c'est important de cacher les seins. Alors, au fond, le hijab, c'est pas tant un symbole religieux qu'un symbole politique. Absolument. Puis écoutez, c'est depuis de Jemila Benhabib à Mandava Javan, en passant par Yasmine Mohamed, là, vous allez en trouver des femmes de culture arabo-musulmane qui dénoncent ça. Cybèle, il y a des gens qui veulent intervenir sur les réseaux sociaux de Cube. Ben oui, certains qui t'ont entendu, en fait, avec Benoît et qui revient maintenant sur ce sujet-là. C'est Samy qui dit, moi, je suis née, j'ai grandi, j'ai étudié dans un pays musulman. J'ai rarement vu un vrai voile. C'est ici que j'ai vu le plus de femmes voilées. Une petite ne devrait pas porter de voile, surtout dans un pays libre comme ici. Il donne l'exemple de sa mère qui est pratiquante, qui n'a jamais porté le voile et qui le fait qui fait ses prières dans sa chambre, dans son intimité. Alors il dit, on va assister bientôt à la tierce mondialisation du Canada et le Québec aura les mêmes problèmes que l'Europe et particulièrement la France. Et ça, c'est pas rare qu'on reçoit ces commentaires. Ouais, c'est ça. Donc Samy, lui, est issu de la culture arabo-musulmane. Donc, en fait, c'est pas la première fois et il y a beaucoup de gens,
vous, entre autres, qui avez fait un parallèle entre cette affiche-là, cette publicité-là pour la Bibliothèque de Québec et, par exemple, le fait qu'à l'Hôtel de Ville de Montréal, il y avait, quand on rentrait, la première chose... Je suis débarqué au Conseil de Ville. Oui, je sais pas alors si vous avez vu la vidéo. oui. Je suis débarqué, puis ça donnait bien parce que c'était l'anniversaire de l'Iranienne qui était morte là, pour avoir laissé dépasser... Mahsa Amini. C'est exactement, c'est ça. Alors, c'est un hasard dont j'ai profité. Ouais. Puis, donc, vous avez interpellé le conseil municipal de la Ville de Montréal et vous leur avez dit quoi, Romain? Ben, essentiellement, le message, c'est, écoutez, vous êtes, Madame la mairesse, la première mairesse dans l'histoire de la Ville de Montréal. Ouais. Quand on vous a élu, là, c'était pas pour faire la promotion d'un symbole misogyne, là. Réalisez-vous que dans ces pays-là où le voile est obligatoire, il est interdit pour une femme d'être mairesse. Ah, quel bon point de vue. Elle a dit quoi? Quel excellent parallèle. Ben oui, bien sûr. Ben, en tout cas, c'est une séance de patinage artistique. La réponse que j'ai eue, je vous invite à aller la lire, l'écouter sur YouTube. Oui, c'est fabuleux. Mais ce qui est important, parce que je veux juste encore une fois demander à Jean-Philippe de nous remontrer cette affiche-là, cette publicité-là, c'est que donc, vous l'avez dit, c'est commandité par TD. OK. Que TD, qu'une entreprise privée décide de commanditer des trucs, c'est une chose. Mais c'était la Bibliothèque de Québec, de la Ville de Québec. En plus, un petit peu plus tard dans l'affiche, on voit que il y a aussi du financement du gouvernement du Canada, etc. La Ville de Québec, la Bibliothèque de Québec, ça relève donc du municipal. Le municipal, il est censé être laïque aussi. Oui, définitivement. Pas une entreprise privée. Une entreprise privée, si elle décide de faire la promotion des pastafaris qui se mènent un égouttoir à spaghetti sur la tête, c'est une chose. Oui, j'aimerais rajouter mais aussi... la Bibliothèque de Québec n'a pas d'affaire à faire ça. Clairement. Puis aussi, j'aimerais rajouter le fait que nulle part dans le Coran, il est question de voiler des fillettes. Ça, c'est nouveau, ça, là. Le hijab est un symbole d'asservissement sexuel de la femme. Ça ne concerne pas les fillettes. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, si on retourne au principe même qui est de soustraire le corps de la femme au regard concupiscent d'un homme, personne n'est capable de m'expliquer pourquoi une fillette de 4 ans évoquerait ou susciterait un regard de concupiscence de la part d'un adulte, à moins que l'adulte soit pédophile. Oui, mais parce que si tu tripes sur les petites filles de 4 ans, puis t'as besoin de cacher leur corps parce que sinon tu vas leur sauter dessus pour te livrer à des actes sexuels, ben ça s'appelle de la pédophilie. Oui, mais imposer un symbole sexuel à une fillette, déjà en partant, c'est pas lui rendre service sur le plan psychologique. Là, t'sais. Ça, c'est intéressant que vous disiez ça, Romain, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs années, j'en parle dans mon livre Où sont les femmes, il y a plusieurs années de ça, Léa Clermont-Dion avait fait toute une campagne pour dénoncer l'hypersexualisation des jeunes filles et entre autres les concours de beauté pour les petites filles en disant c'est absolument épouvantable. Elle a fait une pétition, 35 000 personnes avaient signé ça, Guy Lepage, tout le monde comprend tout, l'intelligentsia avait dit c'est épouvantable, il faut pas sexualiser les petits-enfants. Et c'est ce qu'on fait. Mais non, mais attends, y a-tu une pétition de 35 000 personnes pour dire non quand c'est... Ben non. Mais vous êtes-vous posé la question pourquoi que la TD fait dans l'islamo-gauchisme? Mais je pense que vous êtes posé la question. Oui, bien évidemment. La TD courtise ces minorités sexuelles, minorités religieuses, ce qui est correct. C'est une entreprise privée, son objectif, c'est de faire du profit. Oui. Donc... Donc quoi, à un moment donné, il va peut-être y avoir une banque... Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un gouvernement qui est très woke, là. Non, mais Marc Carnet, il a dit récemment, il était devant le Conseil musulman canadien, et il a dit, les valeurs musulmanes sont les valeurs canadiennes. J'aimerais regarder M. Carney dans les yeux et lui dire en quoi le voilement des fillettes, ça correspond à des valeurs canadiennes. C'est n'importe quoi. Regardez-moi venir. Là. Donc, on s'entend que l'islamo-gauchisme a bien infiltré le gouvernement fédéral puis le Parti libéral du Canada. Ouais. Êtes-vous au courant, par exemple, que la TD a été impliquée dans un scandale financier avec du blanchiment d'argent? J'ai aucune idée où vous en allez avec ça. Ben, connectez les points maintenant. C'est pas d'hier que les entreprises, là, pour acheter, entre guillemets, l'indulgence de leur gouvernement, leur plaisent politiquement. Alors, regardez le revirement de Facebook quand Trump était élu, etc. Pensez à la planétorium Dow, etc. Il y a plein d'exemples historiques, là, tu sais.
Donc, on essaye de peut-être... Oh bon, je suis pas sûre que je vous suis nécessairement dans ce chemin-là, mais disons que ce sont des questions assez intéressantes. Mais au-delà de la TD, je veux vraiment, là, tu sais, je veux dire, vous êtes une bibliothèque, la Bibliothèque de Québec, ben, allez dans la section essais, hein, dans la bibliothèque, essayez de trouver quelques essais, je sais pas, moi, Caroline Fourest, Yasmine Mohamed, tu sais, des femmes qui ont réfléchi à ces questions-là, qui ont écrit des livres pour dire que les religions sont misogynes. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez arrêter de nous banaliser le voilement des fillettes. Ça me met hors de moi, Romain. Je fais très attention parce que je suis à la radio et il nous reste seulement 3 jours en ondes. Et donc, je veux pas péter une coche. Mais à l'intérieur, je vous dis, quand je vois des images comme ça, comme femme, je pète une coche intérieurement. J'essaie de rester calme parce que je suis en ondes, mais je n'en pense pas moins. Et je suis extrêmement déçue de la Bibliothèque de Québec. Merci beaucoup, Romain Gagnon. Je rappelle que vous êtes ingénieur, essayiste, auteur. Vous m'avez apporté votre livre « Et l'homme créa Dieu à son image », mais il y a plein d'autres livres et vous écrivez régulièrement dans les journaux. Merci pour vos positions. Merci, Romain. Merci. Sophie Durocher. Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Bon, c'est la journée où je pète des coches parce que je pétais une coche tout à l'heure quand on banalise le voilement des fillettes, mais je pense qu'on a été nombreux à péter une coche aussi quand on a vu que il y avait au collège Mont-Saint-Louis un élève qui a écrit sur le tableau noir Vive le Québec libre. Il s'est fait prendre à part par un professeur d'anglais. Et la Société Saint-Jean-Baptiste, au contraire, et vous voulez féliciter l'élève du collège Mont-Saint-Louis qui a fait ça. Je vais en parler avec Marianne Alpin, qui est présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Marianne, bonjour. Merci de nous recevoir. Écoute, moi, je voulais vous recevoir, puis là, on me donne un communiqué en disant que vous voulez féliciter l'élève, puis en plus, vous voulez qu'il vous contacte, que les parents ou l'élève vous contactent. On a une piste. Ben oui, en fait, on veut le féliciter. Je pense que c'est important de dénoncer quand il y a des situations comme ça, pour pas que ça reste vraiment juste entre certaines personnes. Dans un premier temps, avant de féliciter l'élève, faut quand même dire que c'est épouvantable ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est pas, il y a pas de pédagogie là-dedans, c'est un professeur. Nous, on se questionne sur ce qu'il enseigne. Si le professeur est capable d'écrire ce qu'il a écrit à tout le monde, parce que c'était sur le réseau des étudiants. Des étudiants, donc, le réseau interne, c'était du mépris épouvantable. Donc, et c'est tout le monde qui a reçu cette haine-là. Parce que, Marianne, on se tutoie parce que je te connais dans la vraie vie. On va pas faire semblant qu'on se connaît pas. Non, on va pas faire semblant qu'on n'a pas fait une coupe de veillée ensemble. C'est que, moi, ce qui me choque, c'est que le professeur dit à cet étudiant que c'est de la propagande. Et moi, là, je capote. On est au Québec en 2025. René Lévesque, en ce moment, là, il doit être en train de faire des backflips dans sa tombe. Le général de Gaulle, Dieu ait son âme, doit être lui aussi en train de se retourner dans sa tombe à colomber les 2 églises, parce que c'est lui qui a dit le fameux « Vive le Québec libre ». Si en 14 juillet 1967. Est-ce qu'on l'a? On a l'extrait. Ah! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Ça s'appelle de la bonne communication. Oui, et c'est le 24 juillet. Ça me donne des frissons, Marianne, quand j'entends ça, parce que comment peut-on considérer que c'est de la propagande que le général de Gaulle, qui est une figure historique aussi importante, après avoir parcouru le chemin du roi entre Québec et Montréal sous les acclamations du peuple québécois, à l'époque on disait des Canadiens français, qu'il ait tenu ces propos qui visent dans le fond simplement la fierté d'un peuple. Comment ça peut être considéré de la propagande? Mais justement, le professeur a manqué une occasion, une opportunité de parler d'histoire dans son cours et de questionner les élèves. Bon, il y a une personne qui a écrit ces 4 lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Il a manqué une occasion. Alors, au contraire, il a fait le contraire. Il a méprisé. Le contraire de ce qu'un prof devrait faire. Exactement. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'est-ce qu'il enseigne? Mon Dieu, c'est épouvantable. S'il est capable de faire ça à des élèves avec
mépris, mais qu'est-ce qu'il enseigne dans le reste de son cours? Ouais. Alors, c'est important de citer différentes phrases qu'il a dites dans cette espèce de courrier interne là, entre membres du groupe. Il a dit, d'abord, il a traité l'élève d'idiot. Il a dit, t'es juste trop idiot. Et il a dit, en passant, le Québec est déjà libre. T'es vraiment idiot si tu t'en rends pas compte. Si t'as écrit ça parce que tu détestes le Canada ou l'anglais, c'est probablement parce que tu es nul en anglais. Donc, on est en train d'associer le fait de célébrer une phrase célèbre à une haine des Anglais. On est encore dans les vieux clichés, Marianne. Ouais, on est dans les vieux clichés, mais on peut faire abstraction là, du message, là, du VLQL. Là. Je veux dire, un professeur là, n'a pas à faire ça, peu importe le sujet, peu importe le thème. On n'a pas le droit de blesser des élèves. Et plus qu'un élève, je veux dire, il y a un code de déontologie. Là. Il y a un devoir de réserve, le professeur. Là. C'est épouvantable. Peu importe le sujet, on n'a pas le droit de faire ça à des élèves. Et ce professeur-là, c'est quoi sa mesure disciplinaire? Ce que je comprends, c'est que... c'est ça. Alors, la direction du collège Mont-Saint-Louis a pris une mesure disciplinaire pour le prof. Le prof, bon, il sera pas présent en classe d'ici la fin de l'année. Donc, il est déjà en vacances, c'est ça? Donc, il va pas... En plus, sûrement des vacances payées. Ben, c'est ça, on sait pas. Donc, moi, je me questionne aussi sur les mesures disciplinaires et puis qu'est-ce qui va se passer avec ce professeur-là? Un stage intensif à la SSJB, ça, c'est une mesure disciplinaire. Non, mais est-ce qu'il va avoir des excuses publiques, des excuses parce que là, c'est sorti dans les médias, donc ça prend des excuses envers cet élève-là, et je l'espère. Nous, on a une piste, en fait, parce qu'on connaît des gens en collège, puis le fait qu'on a, bien évidemment, mis sur le site Internet que nous voulons féliciter l'élève qui a fait le geste, qui a sorti aussi dans les médias. Donc, on veut trouver une façon de lui rendre hommage, parce que c'est ce qu'il faut faire. Faut pas garder ça à l'interne, ce mépris-là. Oui, il y a comme un mépris du Québécois là, qui fait mal, mais en dehors de ça, au niveau de l'éducation, on peut pas laisser ça passer. Ben, c'est-à-dire qu'on soit indépendantiste, qu'on le soit pas, peu importe, c'est pas ça la question, c'est que c'est faire fi de l'histoire du Québec. À un moment donné, on peut-tu juste au moins rappeler des phrases célèbres comme VLQL, ça, peu importe qui est la personne. Tu dis ça, VLQL, moi je le dis souvent, ça fait VLQL, Vive le Québec libre, c'est quelque chose qu'on dit couramment à la Société Saint-Jean-Baptiste, mais justement, j'aime bien ce que vous avez dit, peu importe nos convictions, un professeur se doit de parler de l'histoire. Absolument. Marianne Alpin, t'es présidente générale. Présidente générale, qu'est-ce que c'est ça? C'est un ancien terme, hein, parce que la Société Saint-Jean-Baptiste, il y a à la tête de la Société Saint-Jean-Baptiste. différentes organisations, c'est pour ça. De Montréal. Ouais. Merci beaucoup, Marianne, pour ton combat. Merci. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Avant toute chose, ben vous le savez, hein, dans 2 jours, nous, on part en vacances, les animateurs de la grille régulière. Et à partir de lundi, vous allez être, mon Dieu, que vous allez être choyés, chers auditeurs. La grille officielle vient de sortir. Donc, de 6h à 9h, ce sera Alexandre Dubé. De 9 à 11, Isabelle Perron. De 13 à 15, Karima Brick. De 15 à 18, Francis Gosselin. Puis là, vous m'écoutez, vous êtes en train de dire... Ben, t'as sauté une plage horaire. Là, t'es en train de voler mon punch, Marc Boilard. C'est parce que l'idée, c'était que je laissais un punch. Puis là, je disais, et entre 11h et 13h. Puis là, je me tournais vers toi. Puis là, tu disais, c'est Marc Boilard. Mais là, t'as parlé avant que ce soit ton temps de parler. Et pas tout de suite que t'es animateur, Marc. Oui. C'est ça. Quand tu seras animateur, tu pourras voler le punch de tes invités, mais pas tout de suite. Donc, entre 11h et 13h, ce sera Marc Boilard qui va passer de cette place-là, ici, de chroniqueur, à cette place-ci. Encore un voleur de job. Et la différence, c'est contrairement à toi, moi, je vais avoir un petit cadre ici, tu sais, comme on voit souvent les bureaux. Oui, mais ça va être ta photo. Ah, avec ma photo, ça va être, tu vas avoir un petit marchand, ça va être marqué Marc Boilard, animateur. Oui. Ben, je te souhaite bonne chance. C'est très gentil. C'est un micro formidable, un micro fabuleux. Donc, passe un magnifique été. On est quand même absent pendant 10 semaines. Quand même, hein? Donc, moi, j'haïs ça, le mot remplaçant. J'avais remplacé à un moment donné, j'avais animé une fois l'été à Radio-Canada, c'est une émission qui s'appelait Voilà l'été. Et la personne qui occupait normalement cette chaise-là, quand j'étais revenue, avait dit « Ben merci d'avoir réchauffé mon fauteuil. »
Bonjour Monique Giroux, j'avais pas trouvé ça très drôle parce que les émissions d'été sont des émissions d'été. Ben, On c'est n'est comme pas s'il y a en personne remplacement de quelqu'un. Voilà, là. sucré-salé remplace pas les émissions. Ben voilà. Non, mais je sais, mais Bon. c'est bizarrement Alors, comme ça, c'est pas grave. tu es de la programmation d'été. Oui. De Cube et j'en suis fort content. Tu voulais parler, Alors, en fait... je t'interromps. Ah. C'est très important parce que je vais te dire ce que je vais. Tu sais avec quoi je vais commencer. D'ailleurs, je vais travailler avec Cybèle et la Bête. Oui. Tout l'été, c'est fou furieux. Je vais commencer en disant à commence 11h. déjà en me volant mes collaborateurs. Ouais, non. Je les emprunte. Oui, les c'est ça. entretiens pendant ton absence. C'est ça, il réchauffe le fauteuil. Je veux te dire un Les immense collaborateurs. merci. Je veux que tout le monde le sache et je vais le redire. Oui, parce que moi, je suis ultra content de faire ça et ça serait jamais arrivé si tu m'avais pas pris comme chroniqueur. Oui. Et au début au mois d'août, j'ai reçu un appel de Dominique Plamondon, que je remercie tout autant, et tout le monde ici avec qui je trouve, à date, j'en reviens pas comment c'est le fun. Dominique Plamondon, il dit, j'ai proposé ton nom, et Sophie Durocher dit, j'aimerais travailler avec lui. Oui. Ça ne serait jamais arrivé En fait, sans je suis ça. la seule qui te voulait. Il a proposé à tous les animateurs. Ouais. Tous les animateurs Ils ont tout dit, on le non. déteste. Moi, j'ai dit, bon, ben là, on va mal le prendre. Mais non, Exact. c'est pas vrai. Parce que t'es venu à plusieurs reprises. Je t'ai eu à plusieurs reprises Ouais, je me comme souviens. invité et ça a toujours cliqué. Ben voilà, exact. Je me suis dit, donc voilà, c'est comme ça que ça commence. Ça fait que je te Viens remercie. comme invité, ensuite chroniqueur et ensuite animateur. Ça fait plaisir. Donc, ça commence lundi prochain. Là, en fait, je t'ai demandé, quand j'ai vu ça dans l'actualité, je me suis dit, je veux avoir l'opinion de Marc Boilard là-dessus. Un humoriste brésilien qui vient d'être condamné à 8 ans et 3 mois de prison pour des blagues qui ont été jugées homophobes, racistes, anti-ci, anti-personnes handicapées, etc., etc., etc. Ça a beaucoup fait réagir Mike Ward, qui a dit, évidemment, pour des raisons évidentes, que c'était inacceptable. Et ce que Mike Ward disait, c'est ça commence par les humoristes, puis après, ça va être les chroniqueurs, puis ça va être les journalistes, puis ça va être ci, puis ça va être ça, ça va être les artistes, vous allez toutes vous faire censurer. Est-ce que Mike Ward a raison d'être inquiet? Moi, j'ai pas de boule de cristal. Ouais. OK, c'est que je peux pas te dire que... D'abord, je peux pas parler pour les Brésiliens, dont j'ignore et le droit et la culture, mais manifestement, ils ont un peu plus mince que nous autres. C'est une tu comprends? bonne mise au point. Là-bas, semble-t-il que pour ce type d'offense-là, tu peux aller en prison. Ici, Mike, c'était un chèque que la Commission des droits demande. Bon, on te connaît un peu l'histoire, là, ça a duré 10 ans. Moi, ce que je veux te décortiquer, c'est quoi qui fait que l'humour, c'est aussi sensible? Et qu'est-ce qu'on peut en penser tous et chacun? Parce que le point numéro 1, c'est le mot que je viens de te dire, c'est le mot sensible. Sensible. L'humour, c'est de la sensibilité. Il est impossible de trouver drôle quelque chose qui te fâche. Il est impossible de trouver drôle quelque chose qui te fâche. Ben, je suis pas vraiment d'accord parce que avec Cybèle, parce que je la sors, ma belle Cybèle. Oui. Je l'invite, on fait plein d'affaires ensemble. Elle est souvent ma +1 quand c'est des spectacles d'humour. On est allé voir Mike Ward ensemble. Te rappelles-tu? On avait Bien mangé sûr. des dog-dogs sur le boulevard Saint-Laurent. Et il y a plein d'affaires que Mike Ward disait qui me choquaient. Puis je trouvais ça drôle quand même. Et as-tu un exemple? Non, parce que je sors d'un spectacle puis j'ai complètement oublié Ben les alors, blagues. tu me fais penser à ma mère, que j'ai amené voir Mike Ward, qui m'a parlé, qui me dit 10 fois à quel point elle a trouvé que c'était vulgaire et qui s'est tapé les cuisses pendant 90 minutes. Mais c'est vrai que moi, quand je trouve que quelque chose, puis je pense que je suis très bon public, quand je trouve quelque chose de vulgaire, c'est rare. Mais quand... Ah oui, parce que c'est tellement... Non, mais c'est rare que je suis choquée. Mais ce choc-là, c'est vrai que je vais faire, ben celle-là, tu sais que... Prenons un exemple concret, mais même t'en si trouves c'est pas. bien OK. construit, là. Comment t'as trouvé la blague sur ton ami Mathieu Bock-Côté du spectacle d'Alec Vizorek? Absolument épouvantable. Est-ce que tu t'es esclaffé en disant, je sais, c'est pour ça que je Non, t'en parle. j'ai failli sortir. Bon, voilà. Ça fait que t'étais fâché, donc... Alors, peut-être qu'on pourrait dire que c'était quand même techniquement une excellente blague. Ben, c'était des propos haineux. Ben, OK. En fait, il faut juste expliquer, c'est qu'il jouait à un jeu, c'est un humoriste belge. Oui, belge et humour, ça peut aller ensemble. Voilà. Et il disait, on va jouer au jeu de qui je sauve de la noyade. Oui. Donc, il montrait 2 images. Il montrait un petit chien mignon, un petit chien laid. Donc, évidemment, tout le monde choisissait le chien mignon. Et après, il monte un chien mignon et Mathieu Bock-Côté. Donc là, vois-tu, c'est impossible pour toi de trouver quoi que ce soit là-dedans. Je comprends. Et je suis sûr qu'à l'époque, tu disais « Je suis Charlie » avec le point dans les airs. Non, mais attends. Alors ça, on va régler tout de suite quelque chose, Marc. Voilà. Être Charlie, ça veut dire qu'on est pour la liberté d'expression et qu'on ne souhaite pas que quelqu'un, au nom de ses idées, meure au bout de son sang, tué par une Kalachnikov.
Mais ça veut pas dire qu'il y a 2 limites à la liberté d'expression. Oui. La première limite, c'est la diffamation, et la deuxième limite, c'est des propos haineux. Ou racistes. Donc, l'exemple que tu viens de donner, selon moi, c'est à la fois haineux et de la diffamation. J'aime beaucoup le selon moi. Ben, selon moi, on pourrait aller dans une cour de justice. On revient à mon point de départ. C'est une question de sensibilité. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui ce serait comme, dont Mike Ward, de dire l'important, c'est qu'on puisse tout dire, puis c'est pas à personne de censurer rien, puis blablabla. La version extrême de ça, il l'a vécu, il le pratique. Toi, tu dis que cette joke-là, puis moi, j'en ai, sais-tu quoi? Même pas d'idée. Non, mais c'est parce que non, on n'est pas d'accord, parce que être Charlie, c'est être assise dans la salle de spectacle pendant que l'humoriste belge pas drôle fait des blagues. La blague, je la trouve mauvaise, et je trouve qu'elle est de mauvais goût, mais jamais je dirais il faut interdire le spectacle de Alex Massin-Truc. J'ai déjà oublié son nom de famille. Vizorek. Bon. Ouais, c'est ça. Non, mais t'es consciente qu'on parle tout le temps d'une zone grise. Non, il n'y a pas de zone grise. Oui, la tout le liberté temps. d'expression est non négociable. Oui, mais elle est une zone grise. En humour, c'est encore pire. Sinon, pourquoi ça serait allé en Cour suprême si c'est aussi clair que tu le dis? Pour Mike Ward? Oui, parce que parce qu'aprce que ça a commencé, c'est qu'en fait, ça aurait jamais dû aller à la Commission des droits de la personne, cette affaire-là. Bon, c'est un avis. Parce que la personne concernée était handicapée, donc il a dit que c'était de la discrimination envers les personnes handicapées. Donc, je considère que je suis Charlie, tu es Charlie, mais je suis Charlie ne veut pas dire qu'on peut faire de la diffamation. Je suis entièrement d'accord, mais ça reste que quand vient le temps d'en juger, c'est une zone grise. Oui. D'où mais mon moi, point. Moi, zone grise, la différence avec nos petits amis barbus, c'est que je rentre pas quelque part quand je suis pas d'accord avec quelqu'un avec une Kalachnikov. T'as entièrement raison. Et voilà. T'as entièrement raison. Merci beaucoup. C'est Marc, tout? Merde pour la prochaine saison. Ben oui, regarde, va falloir que tu apprennes à regarder les signes. Au revoir. Cube.